mérite méritant qui commence par les fondamentaux du recrutement, même de la composition du dossier. Le mérite commence là, la composition du dossier. Et tout le reste. C'est vrai que la seule voie pour accéder à la fonction publique, c'est la voie de concours. Mais il y a d'autres dispositions. Après le concours, s'il y a d'autres ouvertures, on peut passer par les recrutements sur titre. Ça existe dans les dispositions. Donc, autant de situations, on vous recrute à 40 ans. Donc, les gens vont passer leur concours à 40 ans. 3 ans dans l'école de formation, ou bien 4 ans, 5 ans. 44 ans, il rentre dans le monde du travail. 47 ans, il n'est pas titularisé. 50 ans, il n'est pas titularisé. C'est qu'il va être titularisé à 55 ans. Et à 62 ans, il doit aller en retraite. Bon, à partir de là, mesdames et messieurs, les membres de la fonction, les agents de la fonction publique, mesdames et messieurs, le projet gouvernemental, nous devons bien réfléchir. Il s'agit, la carrière n'attend pas, j'ai l'habitude de dire, la carrière n'attend pas. On ne s'amuse pas avec la carrière. Parce que nous passons plus de temps dans l'administration. Même quand vous êtes retraité, vous êtes toujours dans l'administration. Parce que dès que vous rentrez dans le monde du travail, c'est parti. Donc on ne joue pas avec la carrière. La carrière est sacrée, à mon sens. Donc, la carrière est sacrée. On ne joue pas avec ça. On ne peut pas jouer avec la carrière des agents publics. Non. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui maintiennent l'État. Ce sont eux qui maintiennent l'État. On engage un recensement, on ne fait pas de bilan. On engage un recensement, les agents ne sont pas au courant de ce qui se passe. Après, on commence par le bruit, après le bruit, c'est terminé. Ça part comme ça a commencé. Donc nous disons, les effets d'annonce, nous ne voulons plus. Nous sommes dans la 5e République. Allons dans le pratico-pratique. Les agents publics, voilà votre situation aujourd'hui. Chaque année, nous signons les repris de service. Qui après, on peut faire 4 ans. On n'a même pas le retour. On n'a pas les retours. Qu'est-ce qui se passe dans l'administration publique? Et ces effets d'annonce font en sorte qu'à chaque fois, on a espoir, et à la fin des comptes, ça part comme c'est venu. On avait beaucoup d'espoir sur les réformes, sur la création des DCRH. Mais ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, vous voyez que essayer de discuter avec l'ensemble des agents publics, chaque agent va vous dire que moi j'ai un problème, j'ai un retard. Ils vont me dire qu'ils n'étaient pas là. Il y a un principe dans l'administration, le principe de continuité du service public. Les hommes passent, mais l'administration reste. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, la réforme de la fonction publique, dans le cas des avancements, au mérite automatique, au mérite. D'abord le terme automatique. Pendant que le terme automatique était là, est-ce que les situations étaient au rendez-vous? Non. Et pourtant, on avait toujours l'avancement automatique, mais nos situations sont toujours en retard. Et pourtant, tous les textes, les notations des agents, ainsi de suite, nous sommes toujours en retard. Donc cela veut dire que ce n'est pas les textes qui causent problème. C'est la volonté politique. Et la crédibilité de nos institutions. Je dis un des plus grands ministères de la République, c'est la fonction publique. La fonction publique est un grand ministère. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans le cadre de cette intervention où on nous renvoie au Conseil économique et social et environnemental. C'est choquant. Là-bas, le Conseil donne des avis.
Je dis bien, l'avis n'est pas exécutoire. Un avis reste un avis. La recommandation n'est pas exécutoire. On peut donner les jolies recommandations au Conseil économique et environnemental, mais à la fin, on n'applique pas. Parce que c'est un avis. L'avis ne peut pas être exécutoire. L'avis n'est pas un texte. Donc, vous voyez que à un moment donné, on soupçonne, on dit, est-ce que ces agents-là, ces gouvernants vivent ce que nous vivons? Est-ce qu'ils vivent ce que nous vivons? C'est un cri de cœur, parce que la carrière, c'est pour un temps. Après travailler, je dois aller en retraite. Et quand je vais en retraite, je dois bénéficier de mes avancements. Le scénario qui se passe à la dernière seconde, oh, on va te donner l'état général des services, on va te régulariser. Tout ça là, je n'ai pas bénéficié de ça quand j'étais en activité. Donc, nous avons tous ces problèmes aujourd'hui. Il s'agit de la vie des fonctionnaires. Et voilà pourquoi j'ai dit aux fonctionnaires, ça là, la question des avancements au mérite, ça, demain vous allez encore insulter les leaders. Vous devez même dévancer les leaders. Parce que cela, c'est tout le monde qui doit parler. Tout le monde doit dire son mot. Tout le monde qui a un retard au niveau de sa carrière doit intervenir. Il s'agit de notre vie. Là, ce n'est pas le problème de leader là. On va dire non, on attend la réaction des syndicats. Oui, les syndicats viendront juste dans un cadre légal. Mais nous demandons à chaque agent aujourd'hui de prendre conscience. Parce que ça a commencé comme ça en 1991. Quand on a voté, le Parlement a voté la loi, tout le monde était sûr que les choses devaient se dérouler dans de très bonnes conditions, avec de très beaux articles. Le fonctionnaire se sentait au firmament, mais à la fin des comptes, vraiment, les choses se sont bien passées. Vous savez, pour terminer, nous sommes habitués aux réformes. Réformes pour les réformes. Si je vous prends le cas du ministère de l'Éducation nationale. À l'Éducation nationale, entre 1960, je prends les indépendances jusqu'à aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale a connu plus de 50 ministres. On a connu environ 50 ministres. On a organisé les États généraux de 83. On a organisé les États généraux de 2010. Et avant les États généraux de 83, on a organisé les séminaires. On a organisé le séminaire de Koulamoutou, de Cap et Serias, où les ministres de l'Éducation nationale étaient présents. On a organisé le Conseil national de l'éducation en 2006. On a organisé le Conseil national de l'éducation en 2009. On a organisé la task force. On a organisé les assises de la carte scolaire. On a organisé les assises de l'enseignement technique et professionnel. On a organisé le dialogue social d'Angondi. Il y avait un volet par éducation. Parce que les problèmes de l'éducation sont liés avec d'autres ministères. Et c'était le pan qui a eu plus de questions et plus de propositions. Mais quand on fait le point, aujourd'hui, on peut avoir toutes les bonnes recommandations, des bonnes résolutions du monde. Mais si la volonté politique n'intervient pas avec un budget, parce que tout ça là c'est des questions de budget.
dans la norme mondiale aujourd'hui, parce que chaque pays signe des engagements. Le Gabon a signé l'engagement de 2030 pour une éducation gratuite de qualité. Parce que vous voyez que, en termes de qualité, dans le projet mondial, la qualité revient à dire que l'État doit investir pour avoir des effectifs raisonnables. Voilà le mérite qui est à côté de la qualité. Maintenant, l'État gabonais, nous peinons aujourd'hui, nous sommes encore dans une situation des effectifs pléthoriques. Et la donne mondiale aujourd'hui, les conditions de vie et de travail des enseignants. Donc vous comprenez que si les budgets ne suivent pas, l'éducation nationale a beau crier, si les budgets ne suivent pas, la fonction publique a beau engager des réformes, ça ne va pas tenir. Nous suivons la fonction publique depuis longtemps dans la télévision. Il y a eu guichet unique à gauche, guichet unique à droite, mais les agents continuent à crier. On attend des situations administratives. On attend des situations administratives. C'est bloqué à quel niveau? Vous allez à la fonction publique, on vous dit, c'est en machine. Vous allez à la sorte, on vous dit, nous on attend la fonction publique. Et quand vous allez à l'Assemblée, on vous parle des budgets, le budget additionnel. Et quand vous suivez le ministre des Finances, il vous parle de cadrage budgétaire avec le FMI, ainsi de suite. Nous sommes dans un projet, on parle des termes économiques que nous ne maîtrisons pas. À la fin des comptes, on a terminé de crier. Je voudrais d'abord évoquer le problème de l'unité syndicale. La question de l'unité syndicale engage la responsabilité de chaque leader. Et chaque leader sait ce qu'il veut derrière la revendication. Je vous prends l'exemple du Sénat. Le Sénat est là depuis 1990. Je peux même remonter l'histoire depuis 1989. Par la coordination, c'est vrai, en 1989, on ne parlait pas de syndicats, on parlait de coordination. Coordination des enseignants de l'éducation nationale. Nous sommes en 2026 aujourd'hui. Le Sénat existe toujours. Et le Sénat mène toujours le même combat. Donc, l'unité syndicale dépend de ce que les objectifs de chaque leader. Parce que la question de carrière ne se négocie pas. Que vous soyez unanime, que vous ne soyez pas unanime, mais ça interpelle tout un chacun. Parce que la carrière, ce n'est pas pour la carrière du leader. La carrière est d'abord personnelle. Le leader peut intervenir, mais j'ai dit la carrière est d'abord personnelle. Si le leader vous appelle à un rassemblement, vous dites que vous ne venez pas, bon, ça vous engage. Donc, cette fois-ci, je ne parle même pas de leader, c'est chaque agent public qui se sent concerné. Chaque agent public se sent concerné partout où il est affecté. Parce que c'est sa carrière qui est menacée. C'est sa carrière qui est menacée. Et si les leaders ne se retrouvent pas, mais chaque leader va se retrouver dans son écurie pour informer. Différent des élections professionnelles. Vous savez, les élections professionnelles, une élection reste une élection. Parce que l'élection, en gros, c'est l'intérêt qui prime. Chacun veut être devant, chacun veut éteindre l'autre, ainsi de suite. Parce que ce qui s'est passé aux élections professionnelles, moi, le Sénat, pour beaucoup, ils pensent que l'échec est fatal. J'ai dit non. L'échec n'a jamais été fatal. D'abord, pour préparer les grandes victoires, il faut passer par l'échec. C'est un chaos. Vous ne pouvez pas organiser une élection, dire à un bureau de vote de fonctionner, alors qu'il y a des candidats qui n'ont pas de bulletin. Et vous validez une telle élection.
Vous ne pouvez pas aller dans une élection où on photocopie les bulletins. Ça, ce n'est pas une élection. On ne peut pas aller dans une élection où il y a bourra des urnes. Élection professionnelle, on bourre les urnes. C'est comme le cas de Louis Bigman. Il y a eu bourra des urnes à Louis Bigman. Donc, c'est tout ça là qui fait en sorte que le Sénat fustige. Le Sénat rejette l'intégrité de ces élections professionnelles. Parce que il y a même, vous savez, l'éducation nationale ne ressemble pas à tous les autres ministères. C'est un ministère qui est disséminé dans tout le Gabon. Là où il y a l'école, il y a un agent public qui est là. Il y a des localités aujourd'hui, jusqu'au département, ils n'ont même pas encore voté. À l'éducation nationale. Ils n'ont pas encore voté. Il y a des bureaux de vote. On a commencé le vote à 17h. On a voté jusqu'à 20h, 21h. Il y a des bureaux de vote où vous arrivez, vous trouvez que 2 bulletins pour un candidat. Alors que tous les autres candidats ont l'ensemble des bulletins. Bon, pour le Sénat, c'est un coup préparé pour éliminer certains leaders. Pour éteindre certains syndicats. J'ai dit non. Dans une démocratie, on n'éteint personne. L'élection n'est qu'une élection. Mais ça ne va pas enlever ce que le Sénat a comme potentialité. Le Sénat est une forte proposition. Ça ne peut pas m'enlever ce que j'ai au fond de moi. Comme je disais, peut-être beaucoup de leaders ont eu peur de l'échec. Le Sénat n'a pas peur de l'échec. Depuis 1990, le Sénat a traversé tout ce qu'il devait traverser. Mais curieusement, le Sénat est toujours vivant et debout. Nous ne sommes que passagers, le Sénat va toujours rester. Donc c'est pour dire que nous avons vu la transmission du rapport des élections professionnelles, mais le Sénat continue à contester. Et nous avons saisi notre conseil juridique. On a porté plainte. Parce que, retenez la nuit du 30 août. La nuit du 30 août, je me souviens toujours de ce communiqué. Élection tronquée. Et le comité de restauration des institutions. Il faut tout restaurer. Restaurer, c'est aller vers l'excellence. Parce que quand on restaure, c'est qu'on ne peut plus arriver à contester une élection. Que le vainqueur gagne, que le vaincu tombe. Si je n'ai pas gagné une élection, oui, ça me permet de mieux me préparer. Je suis d'accord. L'échec est formateur. J'ai dit non, cette fois-ci, je n'ai pas bien travaillé et je me rends compte que je n'ai pas travaillé tel ou tel aspect et à un moment donné, je prends mes camarades, on se met au travail. C'est de ça, c'est comme ça que les grands pays ont évolué. Tout le monde n'a pas connu que la victoire, 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 victoire. On a des grands leaders au monde qui ont traversé des étapes pour enfin arriver à beaucoup de victoires. Nous avons l'exemple africain de Nelson Mandela. Nelson Mandela a lutté 27 ans de prison et à la fin, il est devenu président. Parce qu'il a cru à son combat. Le Sénat croit à ce combat. Le Sénat n'est pas contre les élections professionnelles. Mais, quand nous voyons notre arsenal juridique, la loi du Yoruba 92, à aucun moment les élections professionnelles sont à l'intérieur. Il fallait d'abord mettre en place un véritable cadre juridique.
Si on parle de loi, allons-y au texte d'application. Mais pourquoi prendre un arrêté transitoire? Bon, à la fin des comptes, où on changeait des décisions au fil des semaines, par circonstance. On n'est plus là, on est déjà à ce niveau, on n'est plus là, on est à ce niveau. Non, c'est pas comme ça. Nous sommes dans une république sérieuse. Le président a lancé le cap. Vous avez vu les élections présidentielles. C'était propre, limpide. Personne ne pouvait contester. Parce que les choses étaient tellement bien organisées. Et chacun s'est engagé dans son camp. Et la victoire était là. Personne n'a rien dit. Mais quand on quitte pour les petites élections professionnelles, on rentre dans la magouille, on rentre dans le désordre pour faire des passages en force. Non. On va dire que non, c'est la première fois. Non. Pourquoi l'enfant gagne le bac au premier tour? Il y a des enfants qui font de la première année, du pré-primaire aujourd'hui, jusqu'en terminale sans redoubler. Ils gagnent le bac d'office jusqu'à l'université, jusqu'à avoir son doctorat. Ils ne redoublent pas. Donc la première fois, ça ne justifie pas. Donc nous disons, les élections professionnelles, à mon sens, pour le Sénat, tout ce qui se passe aujourd'hui, on observe. On observe. On observe. Mais, même si il y a tout ce qui doit se passer, mais ce n'est pas les élections professionnelles qui viendront changer la donne du travailleur. Les élections professionnelles, ce ne sera que peut-être des porte-paroles, mais le malheur des travailleurs est toujours là. Est toujours là. Et voilà pourquoi nous disons que tout ce qui se passe dans notre pays nous concerne. Personne n'est contre la réforme. La réforme, c'est une bonne chose. Le mérite, c'est une bonne chose. Mais, revenons aux fondamentaux. Et, après les fondamentaux, appliquons les textes comme cela se doit. Et si on doit appliquer les textes comme cela se doit, nous devons éviter la politisation de l'administration. Nous devons mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devons avoir des chefs managers. Nous devons avoir les chefs d'équipe pour un bon travail en équipe. Nous devons avoir les chefs leaders qui encadrent la responsabilité, qui encadrent l'autorité de l'État. Je dis bien, qui encadrent l'autorité de l'État. Parce qu'il s'agit de la restauration de l'autorité de l'État. Restaurer l'autorité de l'État revient à célébrer le mérite. Parce que le mérite a plusieurs pans. Le mérite fait appel à l'excellence. Le mérite fait appel à l'autorité de l'État. Le mérite fait appel à la discipline. Le mérite fait appel à l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut.